Merci d'être présent pour cette présentation. Donc, je vais parler de comparaison de contre-mesures contre les attaques par canaux auxiliaires et on va particulièrement s'intéresser au niveau de sécurité que peuvent apporter les différentes contre-mesures. Donc, les résultats présentés dans cet exposé viennent de travaux joints avec Sonia Belaïd, Romain Poussier et François-Xavier Standard. Donc, je vais commencer ma présentation par faire un petit rappel de ce que sont les attaques par canaux auxiliaires, de certaines contre-mesures, de comment on peut les comparer, donner quelques résultats, voir qu'il y a un cas qui restait sans solution, qui ont jugé satisfaisante, et proposer une solution. Donc, dans le modèle classique des attaques, donc d'habitude, quand on s'intéresse à des attaques en cryptographie, on considère un algorithme qui va prendre en entrée une clé, des données qui peuvent être publiques, et il va nous sortir une sortie. Et on considère que l'adversaire a accès à un oracle, une boîte noire, pour faire ses requêtes. Qu'est-ce qui se passe dans la réalité? Cette boîte noire, c'est une machine, et cette machine a besoin de temps, d'énergie, va émettre des rayonnements électromagnétiques, toutes sortes de choses qu'un adversaire peut mesurer aussi, et utiliser ces informations en plus pour monter ses attaques. Donc dans le reste de la présentation, on s'intéresse au cas où l'adversaire veut retrouver la clé, mais il pourrait utiliser ces informations pour monter d'autres attaques. Donc comme François-Xavier l'a dit ce matin, la plupart des attaques StatChannel utilisent une stratégie de diviser pour régner, et du coup on s'intéresse à des sous-clés. Ces sous-clés, on va avoir des probabilités pour chaque cas, et on essaye de retrouver la clé maître avec les sous-clés. Donc si la première sous-clé n'est pas la bonne, il va falloir faire une énumération pour retrouver la vraie clé maître. Et du coup, on évalue une attaque par canaux auxiliaire en fonction du rang de la clé maître. Donc, quel est son classement parmi toutes les clés qu'on a testées, en fonction du nombre de mesures qu'on a besoin pour calculer cette clé. Donc maintenant, en ce qui concerne les contre-mesures qu'on va regarder, la première, c'est le masquage. Qu'est-ce qui se passe dans le cas non protégé? On a nos opérations qui sont faites sur les différents composants et qui vont être directement reliés à la clé. Le principe du masquage, c'est de faire du secret sharing et donc de partager l'information en différentes parts et de faire les calculs sur ces parts. Et du coup, si on a une observation d'une part, on n'a pas d'information sur la clé, il va falloir avoir de l'information sur plusieurs parts pour retrouver l'information sur la clé. Et donc, comme on l'a vu ce matin, le nombre de mesures nécessaires pour monter une attaque dans le masquage croît exponentiellement avec le nombre de shares. La deuxième contre-mesure à laquelle on va s'intéresser, c'est le changement de clé. Et donc le but de cette contre-mesure, c'est de limiter l'utilisation d'une clé. En faisant ça, on limite le nombre d'observations que peut faire un adversaire et donc on limite l'information qui fuit sur le secret. Donc pour les changements de clé, il y a deux constructions qui vont nous intéresser. La première, c'est celle qui est nommée Pseudo-Random Generator PRG et qui va nécessiter donc notre clé, un algorithme E, et quand on reçoit une entrée, on calcule la première sortie. On reçoit une deuxième entrée, on peut calculer une deuxième sortie, etc. jusqu'à n-1. Là, c'est la limite de notre utilisation de clé. Du coup, on utilise une donnée publique pour dériver une nouvelle clé et on recommence le schéma. Donc, on voit que la construction limite vraiment l'utilisation d'une clé à n cas. C'est très efficace parce que finalement, on perd qu'un appel à la fonction tous les n pour calculer une nouvelle clé. Mais par contre, si on est en plusieurs parties, on a besoin d'être synchronisé. À partir du moment où il y a une désynchronisation, le rafraîchissement de clé ne se fait pas au même moment et toute la construction est perdue. Donc il y a une deuxième construction qui, elle, va être stateless, donc qui ne va pas nécessiter d'une synchronisation. Donc on part toujours du même cas de notre clé, de notre algorithme. Et là, on va utiliser un plaintext qui va être... Les deux parties vont utiliser un ensemble de plaintext
Et ces ensembles de plain text vont être indexés par rapport à la première partie de l'entrée sur laquelle on veut évaluer notre PRF. Donc en faisant ça, il dérive une première clé qui va utiliser avec le deuxième plain text indexé par la deuxième partie de l'entrée. Et ainsi de suite, il va dériver plusieurs clés jusqu'à la clé 16, la clé finale. Et il va une nouvelle fois chiffrer une entrée pour calculer la sortie de notre fonction pseudo-aléatoire. Donc si j'ai d'autres entrées, j'ai d'autres chemins dans mon arbre. Donc le gros avantage, c'est qu'à chaque nouvelle fois qu'on veut évaluer la fonction, on va recalculer, on va reprendre un chemin dans l'arbre et du coup on n'a pas besoin d'être synchronisé. Par contre, ça limite seulement la complexité en données parce qu'on peut répéter la mesure, on peut refaire le chemin plusieurs fois pour, quand on fait des mesures, enlever le bruit des mesures. Donc si on veut limiter nos appels à des clés à n, chaque nœud de l'arbre a au plus n fils. Et c'est moins efficace que la PRG parce qu'on est obligé d'appeler notre fonction de base autant de fois qu'il y a des tâches dans l'arbre. Maintenant, ces solutions peuvent être implantées soit en software, soit en hardware. Et du coup, il y a deux cas, donc les deux cas sont légèrement différents. Dans le cas software, on travaille séquentiellement, donc toutes les opérations sont faites les unes après les autres. Donc à chaque point dans ma trace correspond l'information sur une donnée. Par contre, si on est en hardware, on peut faire les opérations en parallèle. Et du coup, on va avoir la somme de nos leakages qui vont être tous ensemble dans un même endroit du temps. Donc, quelles sont les sécurités qu'on peut avoir? Donc, pour montrer les sécurités, on utilise des security graphs. Et donc, un security graph correspond en axe des X, il a le nombre de mesures qu'on utilise ou la data complexité selon les cas. Je préciserai selon les cas. En axe des Y, on a le rang de la clé en log 2, donc son classement. Donc, on va s'intéresser donc au cas de l'AES. Et on utilise des attaques par template avec la fonction de leakage connue par l'adversaire, qui est vraiment le cas le pire pour les protections aux attaques par canaux auxiliaires. Et du coup, comment on construit un graphe? On fixe un nombre de mesures, on fait plusieurs attaques et on dérive des probabilités. Donc pour le cas de la PRG, c'était notre suite avec les différentes fonctions, on a à peu près le même cas dans le cas hardware et software. Donc là, c'est le graphe du hardware. Donc là, le bruit a de l'importance. Et on voit que finalement, si je veux fixer un niveau de sécurité, je peux décider le nombre de mesures que mon adversaire peut avoir au maximum. Par exemple, si je veux une sécurité en 2 puissance 80, je vois que j'ai droit à peu près à 75 nombres de mesures avant de pouvoir avoir une évaluation plus forte. Donc on arrive à avoir une borne. C'est une bonne chose. Si on ajoute le masquage à cette construction, qu'est-ce qui se passe? On augmente le nombre de mesures avant de devoir faire un rafraîchissement de clé. Mais le masquage a un coût élevé alors que notre construction est vraiment efficace. Du coup, ça n'a pas tellement d'intérêt d'ajouter le masquage à cette construction. Qu'est-ce qui se passe pour la PRF maintenant? Maintenant, j'arrive à avoir un SNR très élevé parce que je peux enlever tout le bruit. Et là, avec très peu de traces, j'arrive à descendre très bas dans mon rang. Donc on peut difficilement atteindre 2 bornes. Et le masquage, lui, permet donc d'augmenter le nombre de mesures pour enlever le bruit. En partant de ce constat, Medved, Standard et Joux ont proposé d'utiliser
les spécificités du hardware, c'est-à-dire le fait qu'on utilise que les données soient traitées en parallèle. Pour dire, dans l'APRF, on pourrait utiliser un plaintext qui correspond à une répétition du même byte. Donc si on utilise la répétition du même byte, qu'est-ce qui se passe? Et comme en hardware, les leakages sont sommés, je ne saurais plus dire à qui appartient la clé, quel est l'indice de la clé, même si j'arrive à la retrouver. Et du coup, avec ça, je vais devoir faire une énumération sur les 16 factorielles possibilités. Donc, si on utilise cette contre-mesure, donc la complexité en données est limitée à 256, et on voit qu'on atteint des bornes, même si le bruit est limité, parce qu'on arrive à enlever le bruit physique, mais par contre, on a encore du bruit qui dépend de la clé, et ça permet d'obtenir des bornes. Et ça induit encore plus de bruit, et du coup, c'est pour ça qu'on a une borne un peu plus haute que celle qu'on s'attend avec juste l'énumération sur les 16 factoriels. Et donc, le point positif, c'est que maintenant, on peut avoir une borne avec une PRF, mais seulement dans le cas hardware. Du coup, on s'intéresse au cas software. Et pour le cas software, on va vouloir essayer d'obtenir cette incertitude qu'on a avec le parallélisme en hardware. Donc, qu'est-ce qui se passe dans du software? On sait que quand je suis au temps 0, j'utilise ma ressource 0. Donc, je sais que c'est l'indice, la clé de sous-indice 0 qui est utilisée. Quand je suis au temps 1, j'utilise la ressource 1, et etc. Donc, à chaque fois que je vois ma trace, je sais déterminer l'indice de la clé utilisée. L'idée du shuffling, c'est d'utiliser une permutation pour rendre aléatoire cette exécution. Donc, par exemple, au temps 0, je vais utiliser la ressource 6, au temps 1, la ressource 12, etc. Et du coup, à chaque nouvelle itération, je vais utiliser une nouvelle permutation et je vais changer l'ordre de mes indices de sous-clés. Donc, comme ça, on arrive à avoir cette incertitude. Donc, le shuffling émule plus ou moins le hardware. Et on voit que, par contre, comme on utilise une permutation, on est obligé de travailler sur elle. Et cette permutation va fuir, va donner de l'information en plus. Donc, qu'est-ce qu'on obtient dans ce cas-ci? On voit que donc, la donnée en complexité est toujours limitée à 256 parce qu'on utilise la même astuce que pour le cas hardware. Mais seulement, ça a été montré que faire du Moyen-Âge n'est pas la meilleure solution pour enlever le bruit dans le cas du shuffling. Du coup, on parle de nombre de mesures plutôt que de data complexité. Donc, quand on se compare au cas hardware, on voit que la borne est plus basse. Mais ça vient du fait qu'on utilise... C'est parce que les fuites sur la permutation nous permettent d'avoir quand même une petite idée de là où est utilisée la clé. Mais c'est le point positif, c'est qu'on a réussi à obtenir une borne dans le cas software avec une PRF. Donc en conclusion, ce qu'on a vu, c'est que pour le cas PRG, donc là où on a besoin d'être synchronisé, les bornes sont très faciles à atteindre et le masquage augmente le nombre de mesures, mais est coûteux par rapport au nombre de mesures qui peut augmenter. Dans le cas de PRF, si on utilise juste la PRF dans sa forme classique, on ne peut pas avoir de borne. Et le masquage permet, lui, d'augmenter le nombre de mesures pour enlever le bruit. Si on utilise l'astuce et le parallélisme du hardware, alors on peut obtenir une bonne borne. Et si on veut être en software, il va falloir utiliser du shuffling en plus de l'astuce pour espérer avoir une borne. Et voilà. Merci de votre attention. Si vous avez des questions.